Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. C'est le plateau du grand débat comme chaque mois sur Guadeloupe Première. En faisant entrer aujourd'hui 4 personnalités au Panthéon, François Hollande a évoqué l'esprit de résistance. Au début du mois, certains ici en Guadeloupe avaient relevé l'absence de regard du président de la République envers les victimes de mai 67 en Guadeloupe. Ce mercredi, un peu partout dans l'archipel s'est souvenu des événements qui ont marqué Pointe-à-Pitre pendant ces 3 jours d'émeute. 48 ans après, se posent toujours les mêmes questions. Pourquoi ? Combien de morts et surtout quel était l'objectif précis recherché par les autorités? C'est le thème de notre grand débat ce soir avec les différents invités qui ont accepté d'apporter leur lecture des événements avec quelquefois des nouveautés dans la recherche de la vérité, des pièces qui sont versées au dossier alors qu'une commission d'experts commence son travail de recherche historique. Son rapport, le rapport de cette commission d'enquête sera rendu sur la table du ministère des Outre-mer dans 1 an et demi, voire 2 ans au plus tard. Nous en parlerons très certainement pendant ces 52 minutes, mais d'abord nos interlocuteurs du soir. Je vous présente Georges Combé. Vous êtes philosophe, docteur en sociologie et vous dirigez la revue Les Études guadeloupéennes. Bonsoir, monsieur. Claude Macouk, ancien secrétaire général de l'UPLG, l'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe. Et surtout, monsieur Macouk, vous avez été incarcéré après les événements de mai 67 et jugé à Paris par la Cour de sûreté de l'État. Paul Angèle, vous êtes le fils d'une des victimes connues des événements de 67. Votre histoire et surtout celle de votre père mérite notre attention. On en parlera. Bonsoir. Merci d'être là. François-Xavier Guillerme, vous êtes journaliste, correspondant du journal France Antilles à Paris. Vous avez été en poste en Guadeloupe par le passé. Vous publiez chez Galade Le sang des nègres avec votre confrère Xavier-Marie Bonneau. Vous faites une relation entre mai 67 en Guadeloupe et les essais nucléaires en Polynésie. Nous essayerons de vous comprendre ce soir. Bonsoir. Un peu plus tard, l'avocat Patrice Tacita nous rejoindra sur le plateau du grand débat. Mai 67, donc, de quoi parlez-vous? Il y a encore des Guadeloupéens qui posent encore cette question près de 50 ans après. Un rappel avec cet extrait du MAG que nous avions consacré à ces faits en 1997, documentaire réalisé avec Rodrigue Lamy. Dans le bâtiment, les discussions sont engagées entre les syndicats et le patronat. Après plusieurs séances qui ne débouchent sur aucun accord salarial, les ouvriers déclenchent une grève au jour de la reprise des négociations le 26 mai à la Chambre de commerce de Pointe-à-Pitre, située dans l'actuel bâtiment de l'Office de tourisme. À l'intérieur, les partenaires sociaux, à l'extérieur, les ouvriers très remontés et des policiers. La situation est électrique et se dégrade progressivement. Et à l'époque, le préfet nous avait indiqué que dans le cadre du plan en cours au plan régional, il était tout à fait exclu que l'administration puisse prendre en considération des augmentations de salaire qui excéderaient 8%. Nous avions, nous, à la première réunion qui a eu lieu le 5 mai, proposé 6% d'augmentation en 2 fois. 3% au 1er janvier, 3% au 31 juillet 68. Alors il fallait discuter autour de ces aménagements pour les travailleurs, et c'est cela. On n'arrivait pas toujours du jour au lendemain, ça n'arrivait pas du jour au lendemain. On se donnait des rencontres, comme ça, on échelonnait des rencontres pour y arriver. Mais il n'y avait pas de temps coupé, il n'y avait aucun mouvement. Ce que je vous le répète, c'est que des courants, par exemple, indépendants de nous, ont profité de l'occasion pour nous déborder, parce que nous étions pris, nous ne pouvions pas contrôler l'extérieur de nous. Au cours des conversations, un bruit a circulé suivant lequel le représentant patronal, c'est-à-dire Georges Brizard, qui avait en face de lui le représentant syndical, un certain Destival, aurait prononcé ces mots suivants: « Je ne signe pas, d'ailleurs je connais bien les nègres, on finira toujours par les prendre par le ventre, c'est-à-dire par la faim. » Est-ce que vous avez, comme on l'a dit, prononcé des mots qui auraient pu déranger les ouvriers? Il y a eu une dépêche d'Associated Press.
Cette dépêche a été rédigée par un journaliste qui s'appelait Chaumont-Lamotte et disait que les émeutes avaient été provoquées parce que M. Brizard, président du syndicat des entrepreneurs, avait traité les délégués ouvriers de sales mecs. C'est à peu près ça, textuellement. Voilà, M. Brizard qui nous avait avoué la main sur le cœur à l'occasion de cette interview en 1997 que jamais il n'avait prononcé ces mots à l'intérieur de la réunion au moment des négociations, ce fameux 26 mai 2067. Nous retrouvons nos invités. D'abord, Paul Angèle, je vous remercie donc d'être là. Vous avez perdu votre père en 1967 à Pointe-à-Pitre dans des conditions que vous allez essayer de nous raconter dans quelques mots, des conditions très pénibles pour une famille, pour le jeune garçon que vous étiez à l'époque. Oui, tout à fait, parce que, bon, moi j'avais 14 ans à l'époque et mon père c'était le principal soutien familial et donc il est tout à fait certain qu'après sa disparition, ça n'a pas été facile. En fait, mon père était parti le vendredi matin et il m'avait dit qu'il devait aller à la sécurité sociale et moi j'étais parti à l'école. Je suis rentré, ne le voyant pas rentrer. Mon frère qui faisait son apprentissage chez mon oncle à l'époque est arrivé, je lui ai dit, mais papa n'est toujours pas rentré. On s'est inquiété, mais on ne pouvait pas sortir. Il faisait déjà nuit. Donc, le lendemain, samedi, on a fait comme on a pu. On s'est faufilé, on a passé du côté de Nickel. On est arrivé au chemin des Petites Abîmes où habitait un de mes oncles et l'autre aussi habitait à Massabielle. Et on leur a mis au courant des faits et que papa n'était pas rentré. Donc, ils se sont mis en quête de le retrouver. Et en fait, c'est tard dans l'après-midi qu'ils ont su qu'il était donc hospitalisé à la clinique Lemestre. Nous ne pouvions pas y aller, donc nous sommes allés le dimanche. Nous avons vu le médecin, on a vu, il était couché, il était branché avec... Blessé, mais pas mort. Pas mort. Non, il n'était pas mort. Il avait une tête énorme. Il avait été battu. Et donc, on a vu le médecin, il nous a dit que c'est grave. Et que s'il passait la nuit du dimanche, il avait une chance de s'en sortir. Malheureusement, il est décédé dans la nuit du dimanche. Et vous le retrouvez, vous ne le retrouvez pas en fait. Quand vous y allez le lendemain... C'est la dernière fois que je le vois. Le corps n'y est plus. Après, le corps n'y est plus. Et que dit-on à la famille à ce moment-là? Nous, rien. Ce sont peut-être les oncles, mais nous, les enfants, on est restés dans le secret absolu, rien du tout. Mon père a été porté en terre. Sans la famille? Sans la famille. Porté en terre où, vous savez? Au cimetière de Pointe-à-Pitre. Ça, vous le savez ça, je suis sûr. Oui. Parce que je vais vous dire, mon oncle qui habitait Massabielle, comme sa première épouse est enterrée à Pointe-à-Pitre, un jour, et comme j'habitais chez lui, un jour, nous sommes allés au cimetière et il m'a dit, ton père est enterré quelque part par là. Mais comme il n'y avait pas de sépulture, il n'y avait rien, lui-même ne pouvait pas préciser exactement le lieu. Ce sont les autorités, voilà. On ne sait pas quelle autorité, mais ce sont les autorités qui ont procédé à la mise en terre de votre père. Absolument. Sans aucune information à la famille. Aucune information à la famille. Et ce n'est qu'en 2007 que des chercheurs, des gens qui travaillent autour de mai 67, découvrent effectivement à la mairie de Pointe-à-Pitre l'acte de décès. Je vous propose de voir le document que nous allons découvrir à l'écran dans un instant. Ce n'est qu'en 2007 donc qu'on vous informe et là vous avez la confirmation du décès enfin de votre père avec son document que nous voyons à l'antenne à l'instant. Donc vous n'avez pas pu faire le deuil, rien du tout. Comment vous vivez ça, monsieur Angèle? Très mal. Très très mal parce que vous savez, lorsque vous n'avez pas fait de deuil, on n'arrive pas à oublier. Quoi.
On n'arrive pas à en mettre. Claude Macouk, à l'époque, merci beaucoup pour votre témoignage. Claude Macouk, à l'époque, vous êtes interne à Paris, dans un hôpital parisien. Vous êtes proche du milieu indépendantiste. Vous êtes au GONG, le groupement des organisations nationales de Guadeloupe. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Pointe-à-Pitre? Est-ce que vous mesurez l'impact de ce qui se passe à Pointe-à-Pitre? Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis effectivement médecin à l'hôpital de Creil, dans l'Oise. Le 26 mai exactement, je reviens d'un voyage où j'ai fait escale en Italie. J'arrive chez moi et ma femme, j'arrive chez moi vers les 3 heures de l'après-midi. Ma femme me dit, tu sais, il y a des événements en Guadeloupe. On a déjà tué un certain nombre de personnes. Pierre a été arrêté. Je m'inquiète actuellement dès cet instant. Vous parlez de Pierre Sainton. Pierre Sainton. Et qui était le leader de votre organisation politique. C'était le leader du GONG. Effectivement, il faut dire que 4 ans auparavant, en 1963, les étudiants et un certain nombre d'ouvriers émigrés en France, des ouvriers guadeloupéens, nous avons créé une organisation qui était le GONG, le groupe d'organisation nationale de la Mais Guadeloupe. sur les faits, est-ce que vous mesurez l'importance, l'ampleur de ce qui se passe dans votre pays? Je mesure immédiatement la gravité de la situation. Parce qu'en 1965, je suis en Guadeloupe. À ce moment-là, je fais mon service militaire. Je travaille au sein, d'abord, à l'hôpital psychiatrique de Saint-Claude après. Et à l'hôpital psychiatrique, un jour, le docteur Matlin, qui faisait fonction de directeur, m'appelle et me dit « Mais Macouk, qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai rien fait. Il me dit « J'ai reçu une invitation du préfet à venir dans son bureau. J'y vais et il me dit qu'il faut prendre un billet pour toi et que toi, tu dois rentrer immédiatement à Toulouse. » Bon, je passe un petit peu sur les choses. Sur les détails, oui. Les détails. Je rentre à Toulouse le 4 janvier. Et je suis militaire parce que je suis dans le cadre du SMA. Je n'ai aucun ordre de mission, je n'ai rien. J'arrive donc à Toulouse, je ne sais pas où je vais. Et bon, je me dis, bon, peut-être comme je suis militaire, il faut chercher une caserne. Je cherche dans un bulletin le numéro d'une caserne et j'appelle. Et celui qui me répond me dit, mais monsieur Macouk, ça fait 17 jours qu'on vous attend. Tous les jours, on envoie les gendarmes vous chercher, mais aujourd'hui, non. Et aujourd'hui, vous arrivez. Alors venez, prenez un taxi et venez chez nous. Immédiatement, je vous présente au colonel. On me présente au colonel et c'est après une certaine discussion où il parlait, il me dit, écoutez, demain matin, vous partez pour le Larzac, on viendra vous chercher à 4 heures du matin, vous irez au Larzac et qu'on n'entende plus parler de vous. À ce moment-là, je me rends compte effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est passé en Guadeloupe au niveau des renseignements généraux de la préfecture. J'ai aussi rencontré un certain nombre, un camarade notamment, c'est le camarade Louis Théodore. Je l'ai rencontré le 28 décembre à Paris. On en a discuté parce qu'il était aussi membre du GONG. Et je lui disais, voilà la situation que j'ai laissée en Guadeloupe. Et je crois que cette situation va évoluer. J'ai l'impression qu'au niveau du gouvernement français, on veut effectivement détruire, mais écraser toute velléité de la jeunesse et du peuple guadeloupéen à lutter pour son indépendance. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission, puisque vous dites que l'État français veut mettre le droit directement sur le GONG, votre organisation politique. Vous, Georges Combet, je rappelle que vous êtes philosophe, donc avec un regard aujourd'hui que vous n'aviez pas à l'époque. Vous étiez jeune, adolescent, lycéen. D'ailleurs, vous avez participé à la marche des lycéens au lendemain des événements. Juste avant de vous entendre, une petite précision quand même sur les images qui défilent dans notre décor ce soir. Il y a des images de Basse-Terre, mais également de Pointe-à-Pitre. Basse-Terre,
puisque dès le mois de mars 67, les hostilités avaient été déclenchées là-bas à l'occasion d'un différend très grave entre un commerçant et un travailleur bastérien. On en a déjà parlé, on ne va pas s'arrêter là-dessus ce soir, puisque sur cet aspect des choses, je pense que maintenant, vous, en Guadeloupe, vous connaissez cette partie de l'histoire. Image de Basse-Terre, image de Pointe-à-Pitre. Monsieur Combé, j'aimerais vous entendre, jeune Guadeloupéen, vous marchez dans les rues le samedi matin à Pointe-à-Pitre avec, comme vos autres camarades, votre livre dans les mains pour demander la paix. Comment vous vivez ça, jeune Guadeloupéen dans les rues de Pointe-à-Pitre? Alors, disons que c'est pas seulement à la marche que j'ai participé. Dans une certaine mesure, j'ai été un témoin des événements. Vous habitiez Pointe-à-Pitre? J'habite à Pointe-à-Pitre, j'habite chemin des Petites Abîmes, à 10 mètres du cabinet du docteur Hélène. Donc, dans le prolongement de la rue du commandant Mortenol, donc de la place de la Victoire. Donc, j'ai eu connaissance des événements dès le vendredi 26 dans l'après-midi. J'étais dans une activité sportive du lycée, parce que j'étais en seconde à Bainbridge à l'époque, et on avait une activité sportive sur le stade des Abîmes. Et en arrivant à Pointe-à-Pitre, on me dit qu'il y a des événements sur la place de la Victoire. Donc la place de la Victoire, c'est à 10 minutes. Pour les jeunes qui nous écoutent ce soir, jeunes qui nous écoutent ce soir, qu'est-ce que vous découvrez dans Pointe-à-Pitre en quelques mots? Je découvre derrière le kiosque de la place de la Victoire des gens qui sont rassemblés et une très 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 forte odeur de poudre. C'est-à-dire qu'on a tiré, donc il y a eu de la mitraille, et des gens me donnent des informations. Je pense en particulier à quelqu'un qui est décédé, qui était Rico Redor, que je rencontre. Je rencontre d'autres personnes qui étaient venues avant moi sur la place et ils parlent des événements. Ils disent on a tiré, on a tué des gens, ils ne savent peut-être pas qui. Mais il y a une atmosphère d'affrontement et une atmosphère aussi très lourde. Atmosphère très lourde, oui, avec une nuit très difficile où on entend des bruits pas possibles. Et vous, le lendemain matin, alors, à 15 ans, oui. Je veux quand même rester sur le 26 parce que ce n'est pas terminé. Je voudrais dire en quelques mots d'autres choses. Alors, d'une part, je déambule par la suite dans les rues de Pointe-à-Pitre et ce qui me frappe, c'est de voir des gens qui venaient de casser une armerie du côté des quais, défiler avec des cartouchières en bandoulière, des fusils, une sorte de troupe qui descend la rue Fouébeau. Ce sont des manifestants guadeloupéens qui ont cassé une armerie. Donc il y a une impression de révolution, disons une impression un peu romantique aussi. Bon, les gens, ça se fait sous un mode un peu festif, mais aussi sous le coup de la colère. Et puis, il faut le dire aussi, dans la nuit, comme j'habitais, disons, du côté de l'assainissement, et puis la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre venait de démarrer, donc il y avait beaucoup d'échos. Et durant une bonne partie de la nuit, j'ai entendu des bruits de feu, de la mitraille. À cause des travaux que vous évoquez, il y a des projectiles à portée de main également, et tout ça. Et vous prenez l'initiative avec d'autres de marcher dans les rues? Non, je n'ai pas pris l'initiative. C'est-à-dire que le mot est donné. Oui. Le mot est donné. Vous répondez à une initiative. Oui, voilà, que les lycéens se rassemblent et qui manifestent à partir donc du lycée de Bainbridge. Alors, il faut dire que en me rendant de chemin des Petites Abîmes au lycée, je passe par Vieux-Bourg-Abîmes et c'est là que je découvre devant la maison de Tarette, qui avait été abattu la veille, devant la maison, le corps de Landre, qui est par terre, qui n'a pas été, et qui a été tué au cours de la veillée. Parce qu'il faut dire que les légionnaires sont arrivés dans la nuit et ils ont tiré sur les gens qui participaient à la veillée de Tarette. Et après, je me rends donc devant le lycée de Bainbridge, et de là, par une manifestation qui était dirigée notamment par Feu Courbin, Jean-Claude Courbin, et la manifestation se dirige sur la place de la Victoire. Alors, les jeunes de l'époque, quelle est votre démarche, quel est votre sentiment? Vous êtes politisé? Oui. À 15 ans? Oui, tout à fait. Tout à fait.
Alors ça a étonné beaucoup de gens, en particulier des journalistes. Ils me disent, bon, mais vous avez 15 ans, il n'y a pas photo avec des jeunes de 15 ans. Alors il faut dire aussi que, disons, j'ai pris naissance dans un milieu où mon père faisait de la politique, que mon père était au Parti communiste. On est aussi dans un contexte où il y a eu la guerre d'Algérie, où les nouvelles se diffusent, dans un contexte aussi où, au lycée en particulier, les jeunes sont organisés, au lycée Carnot, j'étais en classe au lycée Carnot, et les lycéens ont une organisation qui s'appelle La Flamme, et qui est très active. Et puis aussi, on a aussi des professeurs, il faut parler de Le Bon, il faut parler d'autres, Victor Cécile, ce sont des professeurs qui sont engagés et qui discutent avec nous et nous permettent de comprendre la réalité de la Guadeloupe et du monde. Et du monde aussi. Je vous donne la parole dans un instant, François-Xavier Guillem, mais juste un mot avec vous. Nous sommes à 20 minutes d'émission, un mot avec vous, monsieur Angèle. Vous n'avez pas fait le deuil de votre père. Est-ce que vous avez été, à un certain moment ou à un autre, indemnisé? Est-ce qu'une autorité est venue vous voir? Qu'est-ce qui s'est passé après? En fait, on s'est débrouillé tout seul. Quelques parents nous ont aidés. Et une maison qui a essayé de faire des démarches, on a vu des assistantes sociales, mais en fait, c'était que des mots. On n'a vu personne. On a grandi en s'entraidant. Et il n'y a jamais eu d'indemnisation. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Vous attendez encore quelque chose? En fait, moi, ce que j'attends, moi, j'espère qu'il y aura un procès un jour. Sincèrement, je l'espère. J'avais 14 ans, aujourd'hui, je vais avoir 62 ans. J'aurais souhaité quand même que ça se fasse. Que les Guadeloupéens connaissent la vérité. Merci, en tout cas. Vous le dites avec beaucoup d'émotion. Merci. On constate après près de 50 ans... François-Xavier Guillem, mais juste un mot avant de vous passer la parole. Si vous, téléspectateurs, vous avez une bonne mémoire, vous vous souvenez très certainement de l'intervention en exclusivité sur notre antenne de Léon Delannoy. C'était en 2007, à l'occasion du 40e anniversaire. C'est la première fois qu'un membre des forces de l'ordre s'exprimait sur cette affaire. Le policier de la CRS, la compagnie républicaine de sécurité, nous donnait sa vision des événements avec quelques détails à la clé. On l'écoute. Chez nous, il y a eu 2 blessés, légers, mais pas par arme à feu. Il n'y a pas eu de coup de feu tiré sur Basse-Terre. À Basse-Terre, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Absolument pas. Non. Mais je me suis toujours laissé dire qu'il y aurait eu 3 morts. L'ancien CRS donne également une version nouvelle du début des émeutes de Pointe-à-Pitre. Ils ont, eux les CRS, essuyé, dit-il, 3 coups de feu, 3 blessés, avant de répliquer. Voyons 2 blessés par arme à feu, un autre, par les ondes radio, nous savons qu'il a un œil en moins. Le commandant Robert Chéron a fait des sommations d'usage. Le commandant principal, Robert Chéron, a fait des sommations d'usage. Parce que dans la police, vous n'avez pas le droit de tirer tant qu'on ne vous a pas tiré dessus. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Ce qui n'est pas, pour les forces militaires, les gendarmes, c'est différent. Ils ont un autre règlement. Le commandant, donc, Chéron, fait des sommations d'usage. Un autre coup de feu, le 3e est tiré. C'est là que le commandant Robert Chéron a dit « Faites usage de vos armes ». Les coups de feu de chasse qui ont été tirés, c'est l'étincelle qui a mis le feu au baril de poudre. Je pense qu'on ne peut pas s'amuser à tirer sur quelqu'un comme un lapin si on n'a pas reçu l'ordre, à mon avis. À l'époque, celui qui était responsable des services de police et des forces de l'ordre mises à sa disposition, c'est le secrétaire général de la préfecture. À l'époque, c'était M. Maillard, qui est revenu quelques années après comme préfet. C'est le seul qui pouvait donner l'ordre de tirer. Mais lui-même devait à ce moment prendre les ordres de Paris. Quelques jours après, nous avions retrouvé, des corps ont été retrouvés de personnes qui avaient été blessées
mais se cachant pour se soustraire peut-être à une répression ou se soustraire aux arrestations éventuelles. J'ai ouï dire qu'il y avait à peu près 95 à 97. C'est ce que j'ai ouï dire. Depuis 40 ans, j'entends toujours ce chiffre. Il faut qu'il y ait quand même ce qu'on appelle l'émanation de la vérité. Il faut trouver l'origine exacte afin qu'il n'y ait plus cette ces heurts entre forces de l'ordre, peuple, entre blancs, noirs ou mulâtres. Il ne faut pas ça. Voilà, c'était Léon Delannoy qui était membre des forces de l'ordre, c'est un membre de la CRS en 1967 en Guadeloupe. François-Xavier Guillaume, bonsoir. Donc, vous publiez avec Xavier-Marie Bonneau chez Galahad, je l'ai dit, Le sang des nègres. Vous faites un parallèle entre la Guadeloupe et la Polynésie. Je fais pas un parallèle, je constate. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que vous avez eu comme information et ce qui vous permet d'établir ce constat? Et je rencontre le professeur Claude Embry, que beaucoup de Guadeloupéens ont eu à la fac de droit, et qui me raconte que le samedi 27 mai, il prend l'avion depuis la Martinique pour Pointe-à-Pitre, qu'il arrive au Rézé le matin pour faire passer des examens d'attachés municipaux. Et ce matin-là, il me dit, je vois sur l'aéroport du Rézé un 707 qu'il estime être un 707 Air Madagascar. Et un avion du GLAM, qui me dit, il transporte du matériel irradié pour le CEP de Polynésie française. Il va me donner ce témoignage, il va me l'écrire, et puis il va décéder, Claude Embry, après. Et je vais mettre du temps à décrypter ce témoignage, et je vais rechercher qu'est-ce qui s'est passé en Polynésie. Et effectivement, il y a un tir. Le premier tir d'essai de la bombe à hydrogène, le tir Altaïr, le 5 juin 67. C'était le 24e essai? C'était le 24e essai, mais le premier essai pour la bombe à hydrogène. Et effectivement, en faisant des recherches sur les forces aériennes stratégiques, c'est pas un secret qu'elles transitaient par Pointe-à-Pitre, puisqu'il était impossible de transiter par Porto Rico ou par les États-Unis, dans la mesure où les États-Unis ne voulaient pas qu'on ait la bombe. Et que il n'y avait pas d'autres pistes? Non, parce que De Gaulle a fait construire la piste du Rézé assez longue pour ça. Et alors voilà, j'ai qu'un témoin, c'est vrai, c'est Claude Embry. Et donc on dit en droit, testinulus, pas de témoin, un témoin, pas de témoin. Mais n'empêche que l'on n'est pas en droit, c'est de l'histoire. Ça colle. Peut-être que c'est pas valable. Tant qu'on n'a pas les archives ouvertes, on ne peut pas le vérifier. Mais ça justifie plein de choses. Ça justifie un peu la raison d'état de ce massacre. C'est-à-dire que si on imagine que pendant le coup d'état des généraux en Algérie, il y a quand même le tir gerboise bleue, gerboise verte à Reagan, alors qu'il y a le coup d'état à Alger, on peut se dire que la France, elle met le paquet pour réussir cette dissuasion nucléaire. Mais pour qu'on puisse comprendre, oui. L'avion s'arrête en Guadeloupe. Il fait une escale pour refueler. Mais quelle liaison peut-on faire avec, par exemple, les corps qu'on aurait retrouvés tout au long de l'aéroport? Moi, Claude Embry me raconte qu'il a vu les commandos de l'air de Mont-de-Marsan sortir de l'aéroport. Normalement, ils sont censés surveiller les bases aériennes et les bases internationales, mais pas sur le territoire français, puisque les forces militaires, à part les gendarmes, ne peuvent pas agir sur le territoire français. Sauf une autorisation spéciale de l'Élysée, quoi. À ce stade de vos affirmations, Georges Combet, que ressentez-vous? Est-ce que c'est plausible ce que vous entendez là ce soir? De toute façon, l'histoire, ce n'est pas le fait de revivre le passé comme il a existé. C'est le fait de le comprendre, de l'analyser, et tant qu'il y a des documents nouveaux, tant qu'on peut apporter, disons, la véracité donc de faits, on peut toujours repenser des choses. Bon, je crois que le gros problème que posent les événements au niveau de la recherche historique, c'est qu'il y a pas mal d'archives qui ne sont pas déclassifiées. Et il faut les ouvrir aux chercheurs, il faut qu'on ait accès à des documents pour faire la part des choses. Les témoins ne suffisent pas. Donc par rapport à cela... L'histoire ne se fait pas avec seulement des témoins. Par rapport à ce que vous entendez, Claude Macouk, et par rapport aux premiers mots prononcés en début d'émission, 67 en Guadeloupe, il y a des morts, des ouvriers, des innocents, mais c'est d'abord et avant tout une affaire politique. C'est d'abord une affaire politique. Et personnellement, je n'y crois pas un mot dans l'histoire de la bombe à hydrogène, le passage de l'avion. Je ne crois pas un mot. Pourquoi, effectivement, on aurait tué Jacques Nestor? Pourquoi on m'aurait arrêté alors que j'étais
à l'hôpital. Le jour où je suis arrivé, on m'a arrêté à l'hôpital. J'étais de garde à l'hôpital de Creil. Je ne crois pas un mot. Je pense et j'affirme que le gouvernement français, et c'est une tactique du gouvernement, des gouvernements français, a frappé fort pour terroriser le peuple guadeloupéen, essayer d'éliminer tous ceux qui pensaient effectivement à lutter pour la conquête de l'indépendance nationale, et surtout il faut. Et ceci, on retrouve cette méthode du gouvernement français, quel qu'il soit. On le retrouve à Sétif, on le retrouve à Madagascar. Les phrases même qu'on donne aux journalistes au lendemain ou quelques jours après, lorsque à l'Assemblée générale, en 1910 par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a un député guadeloupéen qui pose la question, il y a eu des morts à l'occasion de cette grève, qu'en est-il? Le ministre répond... Quelle date? 1910. 1910. D'accord. La grève de 1910. La grève arrivait sous sa fin, les négociations allaient aboutir quand un groupe de provocateurs sont arrivés, obligeant et tirant sur les forces de l'ordre, les obligeant à riposter, et c'est pourquoi il y a eu des morts. La même phrase a été répétée à Valentino en 1967. La même phrase, exactement. Ça n'exclut pas la théorie de M. Macouk. Ce que je dis simplement, ça justifie une partie des victimes qu'on va retrouver dans la nuit du 26 au 27 qui se situe sur l'axe Légitimus vers le Rézé, où les gendarmes ont, à mon avis, les gendarmes ou les légionnaires, je ne sais pas comment vous les appelez, ont eu mission que personne ne s'approche de l'aéroport pour ne pas mettre en péril la dissuasion nucléaire française, c'est tout. C'est une conjonction de choses, c'est pas les raisons. Vous dites, et vous posez la question dans l'ouvrage, l'importance de la politique de dissuasion française a-t-elle pu justifier le bain de sang de mai 67? Vous vous posez la question, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent affirmer aujourd'hui qu'il y a une conséquence entre ce que vous écrivez et la vie de la Guadeloupe au moment de ces événements-là? Moi, je pense que c'est lié parce qu'effectivement, c'est pas lié au début. Le début, c'est la manifestation, comme vous dites, la volonté de Focard déjà qui cible le gong depuis le mois de mars, on le sait. Mais ces morts de la nuit, on n'est plus dans le cadre de la manifestation. Ça a dégénéré. Mais ça continue, et ça continue même le samedi matin, et toujours sur cet axe. C'est là que Vesprit se fait blesser à la jambe devant la boulangerie, là, je ne sais plus exactement où. Merci. Merci, oui, c'est ça. Oui, boulevard Légitimus. Et j'ai quand même ce témoin qui me dit qu'il les a vus, les cocoys, sortir sans barda, en épi, avec le Famas au poing. Ils n'ont pas que juste défilé, ces gars-là, quoi. Même si c'est pas la raison... c'est concordant, c'est concomitant. En tout cas, c'est sûr que cette bombe, elle est passée ici. Et elle est passée pendant 40 ans. De 66 à 96, l'escale de la bombe a toujours été en Guadeloupe. Oui, monsieur Combé. Non, je voulais dire que la motivation principale de cette répression vis-à-vis donc d'un mouvement ouvrier, mais au-delà, disons, vis-à-vis d'un courant politique se situant, on pourrait le dire comme ça, à la gauche du Parti communiste, c'est-à-dire tous ceux qui pouvaient se réclamer de l'anticolonialisme et passer, disons, sous les fourches caudines du pouvoir colonial, du pouvoir gaulliste. Et il ne s'agit pas, évidemment, le Gong, qui, à l'époque, n'était pas très bien connu donc des services. Ils ne savaient pas. Il faut dire que le Gong avait une propagande, disons, très véhémente, avait une action de propagande très forte. Et le gouvernement français ne voulait pas, et en particulier un certain nombre d'éléments politiques français, ne voulait pas du tout revivre une situation à l'algérienne. Donc il fallait disons, mettre un coup d'arrêt à toute tentative, ce qu'ils considéraient comme toute tentative de déstabilisation politique, toute tentative dite séparatiste. Patrice Tacita, vous avez écouté le début du débat. Vous êtes né en 1967. Oui. Vous êtes avocat au barreau de la Guadeloupe. Vous êtes né en avril 67 et vous suivez ces événements-là. En tant que jeune Guadeloupéen,
Est-ce que ça vous a marqué? À quel moment vous avez pris connaissance de ces événements? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous impliquez dans le combat pour la recherche de la vérité? D'abord parce que je suis né en 67. Et donc, merci de m'inviter ce soir pour parler de cette... En évitant de toucher le micro. Oui, parler de cet événement dramatique, de ce massacre. Ensuite, parce que 20 ans après sortait le livre de M. Saint-Ouen Gama, mon camarade Gama, donc j'ai reçu de mon père mon anniversaire, qui m'a beaucoup marqué. 10 ans après, j'étais en Guadeloupe, j'étais rentré à la direction d'Akio. On avait organisé avec justement les anciens prisonniers politiques à Akio, j'ai une marche d'un Pointe-à-Pitre. À chaque étape où étaient morts, effectivement, les personnes qui avaient été victimes de coups de feu. Et puis ensuite, parce que je constate une constante, c'est que chaque fois qu'il y a une revendication ouvrière, populaire d'un peuple, et même si le Gong était d'une structure clandestine, mais c'était quand même un mouvement qui était aimé des jeunes Guadeloupéens, il y a toujours cette tendance de vouloir diaboliser le mouvement syndical. Et je retrouve cette tendance-là encore aujourd'hui pour lui faire en quelque sorte endosser la responsabilité de massacre. Alors hier, c'était le Gong, effectivement, avec son mot d'indépendance nationale qui aurait été en quelque sorte le moteur de la répression contre les Guadeloupéens. Et aujourd'hui, c'est le LKP auquel on fait reproche de vouloir effectivement instrumentaliser l'histoire. Si on s'arrête sur le fait historique 1967, pourtant, est-ce que, d'une certaine manière, le Gong, les dirigeants, avec tout ce qui s'est passé après, les différents procès, Pointe-à-Pitre, Paris, le Gong a perdu son combat? Non, pas du tout, parce que le projet politique de M. Focard, qui était l'analyse de De Gaulle, était de faire en sorte de tuer, d'une part, l'idée d'indépendance nationale, et effectivement, ce faisant en tuant les Guadeloupéens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est que ce mouvement d'indépendance nationale, il existe, il n'a pas été abandonné. Dans la charte du Gong, il y a beaucoup de... Il est affaibli, il faut reconnaître. Non. Je dis que, prenez la charte du Gong. Tous les mots d'ordre culturels de la charte du Gong, le créole, le roca, la culture guadeloupéenne, ils sont acquis aujourd'hui. Ils sont acquis. Et c'est dans la charte du Gong. C'est une victoire du mouvement indépendantiste aujourd'hui. Et je dis, donc par conséquent, il ne faut pas oublier que le projet, c'est d'une part, effectivement, de terroriser en tuant des gens, c'est ce qui a été fait, mais c'est aussi de faire en sorte que dans ce peuple, à tout jamais, disparaisse l'idée de jour d'être souverain. Et je crois que c'est ça, effectivement, qu'il faut comprendre. Alors justement, et on relance là-dessus, il y a cette commission qui est mise en place depuis la fin de l'année dernière, mais qui ne fonctionne que depuis février. Hein. Oui, Première réunion, c'est la mise en place en ce moment. Ils doivent se revoir à la mi-juin. Qu'est-ce que la Guadeloupe peut attendre d'une telle initiative avec des hommes de l'art, puisque ce sont des historiens, des gens qui sont chargés d'éclairer cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on attend? Monsieur Tacita, ensuite on fera un tour de... Il y a un homme politique français qui disait, lorsqu'on veut enterrer un problème, on crée une commission. Moi, de cette commission, Stora, du nom de l'historien qui la préside, il est souhaitable, Benjamin Stora, il est souhaitable qu'on puisse effectivement avoir des éléments sur cette espèce de secret, pour percer ce secret qui entoure ce dossier, ce classé secret défense. Mais en vrai, je dirais que ne faut pas en attendre grand-chose. Pourquoi? Parce que je constate que cette commission a des travaux qui vont s'arrêter à la date de la fin du secret défense. Le secret défense, c'est 50 ans. Il finit dans 2 ans. Je me dis, pourquoi il y a un secret? Est-ce qu'il y a des choses à cacher? Surtout qu'en fait, c'est un secret polichinelle, puisqu'on sait... Ils ont d'ores et déjà demandé une prolongation pour pouvoir réaliser cette... Mais c'est un secret polichinelle, parce qu'en réalité, nous savons qu'il y a eu des morts en Syrie. Nous savons, notamment, il y a le dépendant du docteur Plumasso, qu'il y a eu en préfecture des morts qui étaient couchés dans la cour de la préfecture. Nous savons qu'il y a eu l'intervention de contingents qui est un contingent habitué à des opérations de nettoyage et de pacification, entre guillemets, qui faisaient les mouvements nationaux. Et puis surtout, nous savons aujourd'hui que c'est un élément important, notamment dans le cadre du débat que nous avons organisé hier à Sonis, le KP, c'est que des gens commencent à parler. Il y a des gens comme M. Angel, mais il y a des gens aussi qui sont totalement inconnus des historiens, mais qui disent la vérité et qui font en sorte qu'à côté
les 87 morts de M. Lemoine, il y a beaucoup de familles Très bien. qui disent effectivement que les morts n'ont pas été répertoriés. 40 minutes d'émission, il en reste 12. Parfait. Donc on va faire tourner la parole un petit peu plus rapidement, s'il vous plaît. Claude Macoq, sur cette commission, vous avez été touché dans votre cœur de jeune médecin à l'époque, lors du procès des Guadeloupéens à Paris en 1968. Une commission, pourquoi est-ce que vous en attendez quelque chose? Franchement, c'est désolé, mais je n'attends rien du tout. Je n'y attends rien du tout. Le président de la République a beau dire que la France peut regarder son passé et a le courage de le faire, je n'y crois pas non plus. Je pense qu'on va tenter d'étouffer effectivement ce qui s'est passé cet après-midi. Je reviens du cimetière sur la tombe de Jacques Testor. Il y a un jeune qui vient qui me dit, écoute Macouk, faut parler, moins comprendre, parce qu'on peut comprendre rien dans ça qui passe là. Mais ni des élèves l'école qui paraissent tourner l'école, ni des jeunes moun qui paraissent tourner en Kazayo, ni des mamans qui parlent ti mounayo après ça. Personne n'en parle. C'est vrai que, comme en 1802, il y a eu une répression féroce que jusqu'à présent nous en portons les conséquences. En 1967, la répression a été terrible. Claude Macouk, n'y a-t-il pas une contradiction ensuite, je poserai la question à M. Combé, entre ce que vous dites, puisqu'il y a toujours une demande d'information, d'ouvrir les dossiers liés à cette question en Guadeloupe, et aujourd'hui qu'il y a des historiens qui vont tenter de comprendre à travers leurs différents travaux, là vous rejetez d'une main ce qui va se faire. Non, je pense qu'effectivement, les historiens doivent tenter de faire leur travail, de le faire correctement, de le faire avec le maximum d'éléments pour pouvoir permettre au peuple de Guadeloupéen de comprendre ce qui s'est passé. Mais je dis de la part du gouvernement, il ne faut pas s'attendre à ce que ce gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, facilite la tâche à ses historiens. Et c'est pour la raison pour laquelle, personnellement, je n'y attends pas grand-chose. François-Xavier Guillard. Oui, il ne faut pas se tromper sur cette commission. Elle n'a pas pour mission d'écrire l'histoire. Elle a été nommée à la demande de Hollande par Lurel puis Georges-Paul Langevin pour dire qu'est-ce qu'on doit déclassifier. Et c'est ça qui est intéressant. À ce moment-là, le gouvernement va voir s'il va au bout. Il dit oui, on déclassifie les archives des forces aériennes stratégiques, on déclassifie les archives du régiment d'infanterie ou des régiments qui ont, pour savoir quel engagement, combien de balles ils ont engagé. On peut retrouver ça normalement. C'est ça qu'on attend d'eux. Je ne demande pas qu'ils écrivent l'histoire, moi, c'est pas eux de le faire. C'est pas l'histoire officielle de le faire. C'est chacun ici ou ailleurs qui veut s'intéresser à cette histoire, qui fouille. C'est ça qu'il faut faire. Et on n'est pas dans l'histoire officielle. Est-ce que tous les documents seront mis à la disposition? Ça, c'est pas nous qui le verrons. On verra bien ce qu'on nous dira. Effectivement, j'ai peur que pour les forces aériennes stratégiques, on est maquage, rien du tout. Monsieur Georges Combé. C'est-à-dire que parmi les problématiques qui se posent autour de mai 67 aujourd'hui, il me semble que la question de la commission n'est pas sans intérêt, mais elle n'a pas un caractère déterminant. Que les historiens fassent leur travail, bon, c'est une bonne chose. Qu'il y ait cette volonté de permettre à des chercheurs, à partir donc de documents déclassifiés, d'approfondir la connaissance, le savoir historique sur ces événements, c'est une bonne chose. Mais ce que je voudrais pointer, et ça c'est un facteur, il me semble, déterminant de toutes les problématiques de mai 67, c'est l'engagement, la mobilisation de la société civile, et en particulier, et aussi, à côté, puisqu'ils ne font pas partie de la société civile, c'est l'engagement des élus. L'engagement des élus. Est-ce que vous entendez des élus prendre la parole sur mai 67? Est-ce que vous en avez entendu ces jours-ci? Moi, je n'en ai pas entendu. Et ça fait des décennies que ça dure. Alors, à quoi servent-ils? Est-ce que vous avez entendu des parlementaires s'engager sur ces questions? Monsieur Angèle vient de nous dire que son père a disparu comme Ben Laden. On l'a fait disparaître, il n'a pas de sépulture. Sommes-nous dans un pays de droit? Sommes-nous dans un état de droit? C'est la question qui se pose. Donnons la parole à Patrice Tacita. D'un point de vue juridique, les historiens, on est d'accord, ils vont faire leur travail. Remise du rapport dans 1 an et demi, 2 ans. Juridiquement, est-ce qu'il y a des choses qui sont possibles? Est-ce que la Guadeloupe va prendre des initiatives pour au moins essayer de comprendre? Je pense que il faut que ce soit fait.
Parce que sans justice, il ne peut pas y avoir de paix et surtout de deuil des familles. C'est un massacre. Il y a eu des centaines de morts. Monsieur le Moine a dit 87 morts. Il était ministre à l'époque. Je pense qu'il a voulu, dans le sens de l'État, peut-être même sous-estimer les victimes. Aujourd'hui, des familles, plusieurs familles, qui étaient d'ailleurs présentes hier à la demande du LKP à Sonis, sont en chemin de faire en sorte de saisir la justice et les avocats engagés à cet effet pour faire en sorte qu'on puisse savoir la vérité. Alors, il y a un problème qui se pose. Il y a deux problèmes qui se posent. D'abord, le problème de la prescription. Ensuite, le problème d'une loi d'amnistie qui est intervenue et qui a dit que ces événements tombaient en quelque sorte dans une sorte d'oubli légal. Je tiens à dire que si l'amnistie peut exister, quand elle vise des crimes qui ont un caractère tel, qui sont imprescriptibles, dans ce cas-là, elle ne joue pas. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on s'attende très sérieusement à des procédures qui imposeront la nécessité pour l'État d'ouvrir ses archives et de dire ce qui s'est passé, par qui et dans quelles conditions. François-Xavier, peut-être un mot là-dessus? Non, je pense que le juriste est beaucoup plus compétent que moi pour parler de ça, parce que c'est vrai qu'il y a des prescriptions qui se posent. 50 ans après, Madame Tarrette, Marceline Tarrette, n'a jamais eu de procès, n'a jamais eu d'aide comme Monsieur Gravry, ses enfants non plus, Monsieur Angèle, pardon. Donc ça va pas s'arranger comme ça. Hein. Je ne crois pas qu'on va, d'un coup de baguette magique, avoir la clé de tout. Hein. Je vous propose une dernière respiration, vraiment entre guillemets, avant de faire notre tour de table, puisque nous approchons vers la fin. Pendant longtemps, seul le mouvement indépendantiste guadeloupéen évoquait la mémoire des victimes de Pointe-à-Pitre. Si le silence entoure encore l'affaire depuis le 30e anniversaire en 1997, la Guadeloupe se sent de plus en plus concernée, vous le disiez à l'instant, par cette page de notre histoire. Regardons ce qui se passait par exemple place de la Victoire en 2009. Toute la nuit, mesdames et messieurs, les balles ont frappé à Pointe-à-Pitre. L'ordre avait été donné de faire feu de toutes armes. Pointe-à-Pitre était sous pied de guerre. Combien de morts en 67? L'histoire n'a toujours pas répondu à cette question qui hante tous les esprits. 8 morts sont identifiés. Il y en a eu 87 selon un ministre socialiste des années 80, sans oublier toutes ces personnes blessées et qui se sont soignées à l'abri de tout regard par crainte de se faire identifier par les autorités. Le premier nom qui est tombé, c'est Jacques Nestor. En militant à Gong, il a eu des balles en vente. Il a porté ici couche à l'hôpital général, mais il n'a pas fait rien bail, il perd souffle. Vers 19h, ma salle d'attente fut envahie par environ une vingtaine de jeunes que je voyais pour la première fois. Ils étaient révoltés, ils allaient affronter les forces de l'ordre, nous payons ça. Mais peuple Guadeloupe, si nous ne pas revendiquer pour connaître l'histoire nous, si nous ne pas revendiquer pour nos ancêtres nous qui j'ai bâti, qui j'ai nous que faire pour lever de votre, qui j'ai nous que faire pour nous lier, qui j'ai nous que faire pour nous rester ensemble, comme nous restons ensemble pendant 44 jours. Peuple Guadeloupe. C'était en 2009, place de la Victoire, une cérémonie en souvenir des victimes de 67. Claude Macouk, nous acheminons vers la fin de l'émission. On a parlé de la volonté de détruire le GONG, de détruire le mouvement indépendantiste. On a évoqué la question de ce qu'il en reste aujourd'hui. La Guadeloupe a eu peur à un certain moment, pendant très longtemps, d'où le silence observé autour des événements de 67. Aujourd'hui, d'un point de vue politique, est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que l'indépendantiste, l'ancien leader que vous êtes, est-ce que le mouvement indépendantiste guadeloupéen aujourd'hui a encore tout son sens par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui? Je pense que plus que jamais, ce mouvement a tout son sens. C'est vrai que du point de vue impact sur la vie de tous les jours, on pourrait penser que le mouvement a perdu de sa vivacité, de sa force. On pourrait penser, c'est une réalité. C'est pas une réalité, parce qu'en réalité, quand vous faites le tour de la Guadeloupe, vous vous rendez compte que les différentes associations, les différents mouvements, que ce soit les mouvements syndicaux, que ce soit des mouvements politiques, sont obligés aujourd'hui de parler de la Guadeloupe d'aujourd'hui, mais surtout de la Guadeloupe de demain. Et dans ce cas-là, je pense
que c'est vrai que le mot d'ordre du GONG ne peut pas être exactement le mot d'ordre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'unité de notre population. Il faut effectivement arriver à unir ce peuple-là sous la base d'une revendication politique qui ne peut être autre que la prise de responsabilité. Patrice Tacita, vous êtes un acteur d'aujourd'hui. Cette unité est possible? L'unité guadeloupéenne est-elle possible en 2015? Tout le monde, c'est non. Pas dire non qui pisse non qui d'autres non. Je pense que l'homme guadeloupéen aujourd'hui, comme tous les hommes de la terre, les jeunes guadeloupéens, et le pour tous les jours en Guadeloupe et ailleurs, aspirent à plus de responsabilités. Et je crois que s'il faut retenir un message des camarades du GONG, qui étaient très jeunes à l'époque et qui ont été très audacieux, c'est cette idée-là que, quelles que soient les embûches qu'on peut rencontrer, il faut être vertical et accéder à la responsabilité. Comprenez les artistes, les sportifs, les écrivains, les artisans, le peuple guadeloupéen aujourd'hui aspire à être responsable et reconnu en tant que tel. Et ça, c'est une victoire incontestable des camarades du GONG. L'histoire, la philosophie, monsieur Combé, vous êtes un spécialiste, peuvent servir à cette réhabilitation de désorganisation de l'homme guadeloupéen pour construire la Guadeloupe avec tous les Guadeloupéens. Oui, il y a un philosophe qui disait que les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Donc, c'est dire que l'histoire des sociétés, surtout des sociétés comme la nôtre, se fait dans la douleur. Notre société s'est construite dans la matrice de la violence de l'esclavage colonial. Et c'est une communauté qui a déjà traversé de nombreuses embûches. Donc je pense que elle a aussi tiré leçon de toutes ces difficultés. Elle a su surmonter toutes ces épreuves. C'est vrai que nous venons d'en faire un peu l'inventaire. Nous voyons qu'il y a encore beaucoup de pardon, il y a des choses à clarifier. Mais il faut aussi avoir un regard juste, un regard lucide pour comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ont été tirées de façon positive aussi de ces événements, qui ont permis à une jeunesse et à de nouvelles générations d'avoir une certaine maturité, de comprendre un certain nombre de choses. Et si aujourd'hui il existe des classes bilingues dans le primaire créole-français, si le créole a la part qu'il a dans la société, Seulement résumé dans une autre Guadeloupe aujourd'hui. L'identité culturelle s'est développée, je pense que c'est dû aussi à la prise de conscience de nombreux jeunes Guadeloupéens. Merci. Mais je voudrais aussi, et pour terminer, très rapidement, dire qu'il faudrait que ce soit au niveau de la littérature et des arts, qu'il y ait un travail beaucoup plus conséquent de la part de nos artistes, de nos écrivains, de nos poètes. On connaît les poèmes de Sonny Rupert, mais l'inspiration disons, des auteurs, en particulier à partir de mai 67, elle demeure encore relativement limitée. Et c'est une bonne chose qu'elle soit développée. Voilà, merci beaucoup en tout cas. François-Xavier, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Le sang des nègres. Juste un mot, Le sang des nègres. Pourquoi Le sang des nègres? Écoutez, j'ai pas choisi Régine Jazor comme éditeur ce coup-ci. Je voulais que ce soit l'éditeur métropolitain, français, pour que cette histoire sorte de la Guadeloupe, qu'elle soit connue ailleurs. Et il fallait être choc. C'est le sang des nègres qui a coulé, donc ben voilà. Ça n'a rien à voir avec une petite phrase prononcée à l'époque en 67. Vous n'avez pas eu vent de ça. Non, j'ai pas entendu. C'était juste provocateur. Je dis juste au Guadeloupéen, ça intéresse, ce serait samedi matin chez Jazor et l'après-midi au Moule chez Jazor aussi. Merci beaucoup. Alors, il y a l'histoire que nous devons maîtriser à travers des faits précis et vérifiés pour construire, bien entendu, nous sommes tous d'accord là-dessus. Il y a tout aussi important la réalité de l'instant qui permet de préparer l'avenir. Lors du dernier grand débat sur Guadeloupe Première, nous recevions Sylvia, que vous voyez à l'instant à l'antenne, une jeune femme au chômage qui avait ébranlé l'opinion par ses propos, une battante que nous réécoutons juste un instant. Vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. D'échec en échec, on tombe au plus bas. Et puis après, je me suis retournée vers une entreprise de grande distribution, puisque j'avais commencé en 2012 par rapport à un contrat. Et puis, c'est pas grave, un échec, encore une personne qui a refusé un CV, encore quelqu'un qui n'a pas répondu. Mais il faut continuer parce que sinon, on abandonne et c'est la déchéance, c'est la dépression.
et qui nous racontait un peu son histoire terrible pour trouver un emploi. À la sortie de l'émission, elle a eu quelques appels et 2 semaines après, elle a trouvé un employeur. Elle travaille. Elle m'a appelé personnellement et m'a dit « Monsieur Romain, je sens que je vis ». Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous. Merci, messieurs, d'être venus participer à ce débat. Et le mois prochain, ce sera déjà le dernier numéro pour la saison du Grand Débat sur Guadeloupe Première. Merci. Très bonne soirée à tous. Bonsoir.